8 février 1945. Un homme de 38 kilos s'apprête à voler un bombardier nazi. Pas n'importe quel bombardier, un Heinkel HE-111, 14 000 kilos de métal allemand, envergure de 22 mètres, conçu pour des pilotes formés pendant des mois. Mikhail Deviataev n'a jamais touché les commandes d'un Heinkel, n'a jamais lu les instruments en allemand, n'a jamais piloté un bimoteur de cette taille. C'est un prisonnier soviétique, un squelette ambulant, en rayon rayé, qui n'a pas mangé un repas complet depuis 8 mois. Ses bras sont si faibles qu'il peut à peine les lever au-dessus de ses épaules. Dans quelques minutes, cet homme mourant va grimper dans le siège du pilote, démarrer les 2 moteurs, rouler devant des gardes armés, décoller de l'une des bases aériennes les plus défendues d'Allemagne et voler 300 km à travers le territoire ennemi sous les tirs. Voler l'avion n'était déjà pas facile, c'était même suicidaire. Il pense avoir réussi l'impossible, il pense être enfin libre. Mais ce qui va se passer après l'atterrissage est tellement inattendu que l'histoire a failli être effacée des archives à tout jamais. Si vous aussi vous galérez à faire un créneau avec votre voiture, alors que lui s'apprête à voler un bombardier nazi sans le mode d'emploi, bombarder le pouce, ça l'aidera à décoller. Revenons 6 mois en arrière. Juillet 1944, le lieutenant Mikhail Deviataev est l'un des meilleurs pilotes de l'armée de l'air soviétique. 17 victoires confirmées, 2 ordres de la bannière rouge. Ce jour-là, au-dessus de Lviv, un Focke-Wulf allemand le prend par surprise. Les canons déchirent son moteur. Son Yak-1 pique vers le sol. Deviataev s'éjecte à 600 mètres d'altitude. Des soldats allemands l'attendent au sol. On le transfère dans un camp de prisonniers. Mais Deviataev ne peut pas s'arrêter d'être un pilote. Il tente de s'évader. Capturé. Il réessaie. Capturé à nouveau. Après sa 3e tentative, les Allemands le reclassifient. Plus prisonnier de guerre, mais subversif dangereux. Direction Sachsenhausen, camp de concentration nazi. 30 000 prisonniers. Chambre à gaz. Taux de mortalité de 800 par mois. Les prisonniers travaillent 12 heures par jour pour 700 calories. Espérance de survie, 4 mois. Vous travaillez jusqu'à ce que votre corps se consume lui-même. Puis vous mourrez. Deviataev regarde les hommes s'effondrer autour de lui, voit la fumée monter du crématorium chaque nuit. Il décide qu'il ne mourra pas ici. Octobre 1944. Les nazis ont besoin d'ouvriers pour une installation secrète. Des prisonniers avec des compétences techniques. Deviataev se porte volontaire. Il n'a aucune idée de leur destination, mais n'importe où vaut mieux que d'attendre la mort. Peenemünde, île d'Usedom, côte de la mer Baltique. Les prisonniers arrivent de nuit. Au matin, Deviataev comprend où il se trouve. Des fusées s'élèvent du sol comme des balles géantes. Peenemünde est le centre de recherche d'armes le plus avancé d'Allemagne nazie, le berceau des missiles V1 et V2 qui terrorisent Londres. Deviataev devient travailleur esclave sur l'aérodrome adjacent à l'installation de fusées. Mais il remarque autre chose, des avions. Des bombardiers Henkel sur le tarmac, des chasseurs Messerschmitt roulant vers les pistes, des avions de transport atterrissant constamment. Deviataev observe tout. Les horaires de vol, quels appareils sont ravitaillés, quelles gardes patrouillent où. Parce qu'il n'est pas un travailleur esclave. Il est un pilote de chasse avec 17 victoires. Mettez-le dans n'importe quel avion et il devient dangereux. Le problème ? Les avions allemands sont différents. Le cockpit du Heinkel HE-111 compte plus de 100 interrupteurs étiquetés dans une langue qu'il ne peut pas lire. Son expérience concerne les chasseurs monomoteurs. Le HE-111 est un bombardier bimoteur, lourd, complexe, impitoyable. Mais l'espérance de vie moyenne d'un prisonnier à Peenemünde est de 8 semaines. Il commence à étudier. Chaque corvée devient de la reconnaissance. Il observe les mécaniciens entretenir les moteurs, observe les pilotes effectuer les vérifications pré-vol, mémorise les mouvements, associe les positions des instruments aux fonctions par observation. Un appareil revient sans cesse, un Heinkel HE-111 avec les marquages GA sur son fuselage. Toujours ravitaillé, toujours prêt. Il appartient au commandant adjoint,
maintenu en état de préparation constant pour les vols urgents. Deviataev a choisi sa cible. Maintenant, il lui faut un équipage. Les prisonniers des camps de concentration ne font pas facilement confiance. Tout le monde est désespéré. Tout le monde ferait n'importe quoi pour survivre. Les gardes utilisent délibérément des informateurs prisonniers, rapporter les conversations sur l'évasion pour obtenir de la nourriture supplémentaire. Le système détruit la solidarité. Deviataev a besoin de personnes en qui il peut avoir confiance absolument. Des personnes assez fortes pour aider. Des personnes qui n'ont plus rien à perdre. Il commence avec Ivan Krivonogov, ancien sergent soviétique. Grand homme. Même après des mois de famine, Krivonogov a déjà tenté de s'évader 2 fois d'autres camps. Il a été battu presque à mort les 2 fois. Il s'en fiche maintenant. Mort par évasion ou mort par épuisement. Au moins l'évasion est plus rapide. Grâce à Krivonogov, Deviataev recrute d'autres hommes lentement, prudemment, testant chacun avec de petites conversations avant de révéler quoi que ce soit sur le plan. Vladimir Sokolov, mécanicien de char capturé à Koursk, comprend les moteurs. Mikhail Tsigankov, soldat d'infanterie, petit et rapide. Piotr Koutergin, observateur d'artillerie, calme sous le feu. Un par un, Deviataev construit son équipe. 9 hommes au total, plus lui-même. 10 prisonniers désespérés, prévoyant de voler un avion. Les probabilités sont absurdes. Ils n'ont pas d'armes pour maîtriser les gardes, pas d'outils pour accéder à l'avion, pas de connaissances détaillées des protocoles de sécurité de l'aérodrome. Le plan de Deviataev repose sur un seul facteur, la surprise. Aucun prisonnier n'a jamais tenté de voler un avion. C'est considéré comme impossible. Les gardes ne se défendent pas contre les attaques impossibles. Le plan est simple en concept, terrifiant en exécution. Étape 1. Éliminer le garde silencieusement, prendre son uniforme. Étape 2. Faire marcher les autres prisonniers à travers l'aérodrome comme une corvée de travail. Étape 3. Atteindre l'avion GA, maîtriser tout personnel à proximité. Étape 4. Monter à l'intérieur, démarrer les moteurs, décoller avant que quiconque réalise ce qui se passe. Étape 5. Voler 300 km vers l'est jusqu'aux lignes soviétiques. Chaque étape peut échouer fatalement. Deviataev explique les probabilités honnêtement. Ils vont probablement mourir, mais ils vont certainement mourir s'ils restent. Chaque homme accepte. Il fixe la date, 8 février 1945. C'est le jour J, 11h30. Une légère neige tombe sur Peenemünde. Visibilité faible. Couverture parfaite pour ce qui arrive. Le groupe de Deviataev est assigné à l'entretien de la piste. Corvée standard. 10 prisonniers, un garde. Ils font ça depuis des semaines. Rien d'inhabituel. Le garde est nouveau, jeune, ne connaît pas les visages des prisonniers, ne surveille pas attentivement. Parfait. À 12h15, le garde entre dans un fossé de drainage pour se soulager. Caché des miradors, seul avec les prisonniers pendant 30 secondes. Krivonogov agit. Une pelle se lève, tombe. Le garde s'effondre sans un bruit. Il lui retire rapidement son uniforme. Krivonogov l'enfile. Ça ne va pas bien. Trop serré aux épaules. Mais à distance, dans la neige, ça passera. Maintenant, ils sont une corvée de travail avec une escorte de garde. Normal. Les 9 autres prisonniers se mettent en rang. Ils marchent vers l'aérodrome, le cœur battant, les yeux fixés devant. L'avion GA est sur le tarmac. 2 mécaniciens allemands travaillent à proximité. Entretien de routine. Les moteurs sont froids, mais les réservoirs de carburant sont pleins. C'est le moment. Le groupe s'approche de l'avion. Krivonogov donne un ordre. Les prisonniers se dispersent vers le Hankel comme s'ils étaient assignés à y travailler. Les mécaniciens lèvent les yeux, confus. Avant qu'ils puissent parler, Koutergin et Tsugenkov sont sur eux, poings et coudes. Les mécaniciens tombent, inconscients. Deviataev court vers le cockpit. La porte est déverrouillée. Il grimpe à l'intérieur. Le panneau d'instruments s'étend devant lui. Une centaine de commandes qu'il n'a jamais touchées, des étiquettes qu'il ne peut pas lire, des systèmes qu'il ne comprend pas. Il a peut-être 3 minutes avant que quelqu'un ne remarque les mécaniciens tombés. Mikhail Deviataev s'assoit dans le siège du pilote d'un bombardier Henkel HE-111 et essaie de se rappeler comment voler. Il trouve ce qu'il pense être l'amorce de carburant, la pompe, trouve les interrupteurs d'allumage, les bascules.
Rien ne se passe. Les autres prisonniers s'entassent dans l'avion. 9 hommes se pressent dans un espace conçu pour 5 membres d'équipage. À l'arrière, la panique monte. « Démarre-le !» Deviatayev manque quelque chose, une étape dans la séquence. Interrupteur de batterie. Il scanne le panneau, trouve quelque chose qui pourrait être ça. Les lumières des instruments s'allument. Maintenant, l'allumage. L'hélice commence à tourner. Le moteur droit ensuite. Même séquence. Les 2 moteurs tournent. Mais ils ne sont pas encore sortis. Deviatayev n'a jamais fait rouler un avion bimoteur. La direction utilise un freinage différentiel. Il relâche des freins de roue. Le Heinkel commence à rouler trop vite. Il se dirige vers un autre avion stationné. Il appuie sur le frein gauche. Le bombardier tangue, glisse latéralement, presque bascule. Les prisonniers à l'arrière sont projetés contre les parois de l'avion. Derrière eux, quelqu'un remarque finalement ce qui se passe. Des cris en allemand. Une alarme commence à sonner. Ils sont à 500 mètres du seuil de piste. 400. Un camion apparaît derrière un hangar. Des soldats à l'arrière foncent vers le bombardier qui roule. 300 mètres. Le camion gagne du terrain. L'avion pèse 14 tonnes. Il faut 400 mètres de piste pour atteindre la vitesse de décollage et il nécessite que le pilote tire la colonne de commande avec 23 kg de force pour lever le nez du sol. Mikhail Deviatayev pèse que 38 kg. Il ne peut pas lever le nez. Le Heinkel file sur la piste à 140 km/h. Deviatayev tire la colonne de commande vers sa poitrine. Elle ne bouge pas. 8 mois de famine. Il n'a pas la force nécessaire pour faire décoller l'avion. Derrière eux, le camion a atteint le bord de la piste. Les soldats sautent, lèvent leurs fusils. Si le bombardier ne décolle pas dans les 10 prochaines secondes, il va manquer de piste et s'écraser dans la clôture du périmètre. Deviatayev crie à l'aide. 2 prisonniers, Sokolov et Koutergin, titubent vers l'avant à travers le chaos. Ils saisissent la colonne de commande avec Deviatayev. 3 hommes tirant. La colonne bouge de quelques centimètres. Des balles crépitent près du cockpit. Quelqu'un à l'arrière hurle. Le nez se lève juste légèrement, juste assez. Les roues quittent le sol. Ils grimpent dans le ciel gris. La neige tourbillonne autour des ailes. L'aérodrome s'éloigne au-dessous. Pendant un instant, il y a le silence. Puis les batteries de défense anti-aérienne de Peenemünde ouvrent le feu. Les obus anti-aériens éclatent autour du Heinkel. Bouffées noires de fumée. Des éclats d'obus teintent contre le fuselage. Deviatayev jette l'avion dans un virage incliné, d'abord vers l'ouest pour confondre les poursuivants sur leur direction prévue, puis vers le nord, au-dessus de la mer Baltique, puis vers l'est en direction des lignes soviétiques. Les équipes anti-aériennes allemandes les traquent pendant 2 minutes, puis le bombardier disparaît dans les nuages. À l'intérieur de l'avion, c'est le chaos. Un prisonnier est blessé. Ils n'ont rien pour panser la plaie. Quelqu'un arrache une bande de son uniforme de prisonnier et enveloppe la blessure. Le Heinkel tremble et grogne. Deviatayev ne sait pas à quel point il est endommagé, ne sait pas combien de carburant ils ont, ne sait pas exactement où ils sont. L'avion a des instruments de navigation, mais ils lui sont inutiles. Boussole, oui, il peut lire ça. Mais l'équipement radio, les balises, les cartes de navigation allemandes, tout est incompréhensible sans formation. Il navigue à l'instinct. Est. Continuez à voler vers l'est. La ligne de front est quelque part devant. 20 minutes de vol. Quand le temps se dégage en dessous d'eux, champs, forêts, routes avec des véhicules militaires, tous allemands. Ils sont encore profondément en territoire ennemi, au moins 200 km du front. Deviatayev pousse les manettes des gaz vers l'avant. Chaque minute de vol est une minute plus proche de la liberté. 40 minutes en l'air, l'aiguille de la jauge de carburant a significativement baissé. Il brûle les réserves. 50 minutes, de la fumée commence à traîner depuis le moteur gauche. Les dommages du tir antiaérien se montrent enfin. Deviatayev ajuste le mélange de carburant, réduit la puissance au moteur endommagé et essaie d'équilibrer l'avion. Ils approchent de la ligne de front. Et puis, les batteries antiaériennes soviétiques voient un bombardier allemand volant vers leur position. Ce qui se passe maintenant est quelque chose qui ne pourrait arriver qu'en Union soviétique. Quelque chose de si cruel, si absurde, que cela hantera ces hommes pour le reste de leur vie. Les artilleurs anti-aériens soviétiques voient un Heinkel HE-111 s'approcher de leur position.
Ils ne posent pas de questions, ils ouvrent le feu. Des balles traçantes s'élèvent du sol. Deviataev jette le bombardier dans des virages d'évitement, mais c'est trop lourd, trop endommagé, trop lent. Les balles déchirent le fuselage, des hommes hurlent à l'arrière. Le moteur gauche explose. Sur un seul moteur, le Heinkel ne peut pas maintenir l'altitude. Il commence à tomber rapidement. 1000 mètres au-dessus du sol. 600 mètres. Deviataev peut voir les tranchées soviétiques en dessous. Position d'artillerie. Soldats fixant le bombardier qui tombe. 300 mètres. Il vise un champ couvert de neige et tire sur les commandes. Le Heinkel frappe le sol comme une bombe. Le train d'atterrissage s'effondre instantanément. Le ventre racle la terre gelée. La neige gicle partout. Le bombardier glisse sur 200 mètres, perdant des morceaux avant de finalement s'arrêter. Deviataev est vivant, saignant, tremblant. Il regarde en arrière dans la cabine. 9 hommes, tous bougeants, tous vivants. Il se précipite par les sorties et tombe dans la neige, rampe loin de l'épave alors que le carburant goutte sur le métal chaud. Des soldats soviétiques sprintent vers eux depuis les tranchées, fusils levés, criant en russe. Deviataev se lève. Il fait 38 kilos, porte des rayures de camps de concentration couvertes de sang et de carburant. « Ne tirez pas, nous sommes soviétiques. Nous nous sommes échappés de Pénomune 2. »« Qui diable êtes-vous » ? Lieutenant Mikhail Deviataev, armée de l'air soviétique. Nous venons de voler cet avion d'une base de fusée nazie. Les soldats se regardent. Personne ne le croit. Le contre-espionnage soviétique les a immédiatement placés en garde à vue. Pas comme des héros, comme des suspects. Pendant des semaines, ils ont été interrogés. Comment avez-vous survécu quand des millions sont morts? Comment avez-vous appris à piloter des avions allemands? Êtes-vous des espions, des collaborateurs? Deviataev leur a tout dit. La disposition de Peenemünde, les fusées V2, les sites de lancement. Son renseignement aiderait finalement le programme spatial soviétique, mais ils ne l'ont pas remercié. Ils l'ont envoyé dans une unité militaire pénale, toujours sous suspicion. La guerre s'est terminée 3 mois plus tard. Ils ont libéré Deviataev, mais ne lui ont pas rendu son grade, n'ont pas restauré son statut de pilote, ne l'ont pas appelé héros. Il est rentré chez lui et a disparu dans le silence. Son histoire a été classifiée. La doctrine soviétique était brutale. Les vrais soldats meurent en combattant. Quiconque survivait à la captivité était suspect, un traître. Pendant 12 ans, Mikhail Deviataev a vécu comme un homme oublié. Alors que l'Union soviétique utilisait son renseignement de Peenemünde pour construire leur programme spatial, il travaillait dans un emploi ordinaire dans l'obscurité. Puis, en 1957, tout a changé. Le scientifique des fusées Sergueï Korolev a dit la vérité aux officiels. L'évasion de cet homme avait aidé à lancer la course spatiale soviétique. Le 15 août 1957, 12 ans après son vol impossible, Deviataev a finalement reçu le titre de héros de l'Union soviétique, la plus haute distinction, pour une évasion que son gouvernement avait essayé d'effacer. L'URSS a mis 12 ans à reconnaître son exploit. Ne faites pas comme l'URSS, soyez plus rapide, abonnez-vous maintenant. Et dites-moi en commentaire, après une telle trahison, vous auriez réussi à pardonner ou vous auriez tout balancé? À bientôt!